Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Rodriguez, je dirige l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre conférence, Smart ERP. On va parler, du coup, d'intelligence collective, de digital et de performance environnementale. Je commence peut-être par, remercier, le salon Bipositive, avec qui on devait organiser aujourd'hui, cette conférence en présentiel. Donc merci à ces partenaires et vous l'avez compris, hein, on a été incroyablement flexible en raison, des grèves. On a totalement reconfiguré cet événement qui est à présent 100 digital. Donc voilà, on en profite évidemment pour faire un clin d'œil à nos amis qui sont à Lyon, au moment où on fait cet enregistrement. Aujourd'hui, vous l'avez compris, donc on va parler, de digital et d'économie d'énergie. On le sait, les sujets de la performance environnementale du bâtiment sont au cœur des stratégies, et des démarches qui sont menées, dans l'ensemble de l'industrie immobilière, partout en France. Et la GTB, la gestion technique du bâtiment, est très souvent un muscle, un véritable bras armé au service d'une innovation, au service de la performance d'usage d'un côté, mais aussi la performance environnementale. Et donc, on est très heureux aujourd'hui d'avoir deux témoignages extrêmement concrets, de projets d'ailleurs qui font partie des retours d'expérience des Green Solutions Awards, qui sont un des concours qui sont animés par Construction 21, qui nous accueille aujourd'hui. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on aura le plaisir d'accueillir Frédéric Horner, qui est présidente de l'agence Horner Ordonneau Architecture, qui est avec nous, et qui est la première, du coup, à témoigner pour un projet, un très beau projet qui s'appelle La Passerelle. Frédéric, je vous laisse la parole et je vous laisse nous partager ce retour d'expérience dans le cadre de notre conférence Smart ERP. Frédéric, on est tout à vous. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette invitation à présenter ce projet de la passerelle. Donc, je vais vous... Voilà, donc allons-y. Non, vous allez trop vite, s'il vous plaît, revenez. Donc, la passerelle est un regroupement de 5 établissements recevant du public, une crèche, un relais petite enfance, un relais poste, un centre social et une ludothèque. C'est un bâtiment qui tisse des liens entre les habitants, les tranches d'âge, les usages, la nature. On voit sur cette vue qu'on est à la limite de parcs, de jardins partagés, des résidences sociales, d'un quartier résidentiel, de petites maisons, d'un collège, d'une résidence personnes âgées. Donc on est vraiment c'est un bâtiment qui est placé au milieu de tous ces tissus et qui crée des liens on l'espère, entre tous ses habitants. Le bâtiment se trouve sur le pointillé en prise projet, donc c'est la partie nord d'un square, du square Amstad, qui lui fait du coup sa façade sud. On a proposé un projet tout en long, le long de cette limite, et qui permet de tisser des liens de part et d'autre, donc c'est est-ouest et du nord au sud entre le bâtiment et le parc. Voilà. Donc ensuite, on peut préciser que il y a deux zones, on a séparé un peu en deux ambiances. Autant le parc aujourd'hui possède une partie assez publique et une partie plus intime et arborée, autant le bâtiment La Passerelle possède également une zone assez ouverte sur l'extérieur et une zone plus intime. La zone plus intime regroupe la crèche de 72 berceaux et la zone plus ouverte, la ludothèque, le centre social, le relais poste, et donc toutes les activités extrascolaires pour les enfants, de danse, peinture, etc. Musique, voilà. On voit donc le traitement qui se retrouve sur les extérieurs, un grand parvis pour la partie entrée commune pardon, l'entrée commune des services plus publics. Sur la vue d'après, on voit l'entrée plus privative du multi-accueil par un petit chemin. Et ces deux chemins se regroupent. Si on continue tout droit, on arrive sur le parvis plus public. Voilà. On a donc toute la partie sud qui est faite de jardins. C'est ce qu'on voit là. Et depuis le parc, le bâtiment est assez caché. Voilà.
L'intérieur propose une grande liberté d'usage. On a voulu mettre l'usager au cœur du bâtiment et les espaces sont construits à partir de l'usager. C'est lui qui crée les conditions des espaces. On a fait des espaces libres et généreux avec des vues et la relation dedans-dehors très forte pour renforcer les liens humain-nature et la prise de conscience environnementale qu'on voit sur les vues suivantes. Voilà, un bâtiment très, très ouvert et lumineux. Voilà, donc on va s'arrêter là pour vous expliquer la conception frugale et bioclimatique du projet. Donc un bâtiment tout en longueur, très ouvert au sud sur le parc, avec beaucoup de vues sur le parc, et au nord plutôt fermé, avec une partie moins vitrée, pour éviter le froid, et des combles tampons thermiques. On a des vues traversantes qui étaient indiquées par des flèches. Alors ici on peut voir la structure bois largement de tout le bâtiment. Et donc le bâtiment est bas carbone, il fait appel à la construction bois, et aussi on a prévu des murs à inertie en béton de chanvre. Donc voilà, la construction des bétons de chanvre en 2 phases par projection, et ensuite enduit chaud chanvre par-dessus en finition. Donc sur la vue d'après, on voit la finition sur le mur de gauche. Voilà, si, c'est ça, c'est la prochaine. Voilà, là c'est une fois terminé avec l'enduit fini. Donc ces murs béton de chanvre apportent des qualités hygrométriques et d'inertie. Et ils ont été assez efficaces sur les demi-saisons. On s'aperçoit que le bâtiment fonctionne assez bien en demi-saison. La température fraîche est conservée dans la journée assez bien. On a donc de nombreuses solutions passives sur ce bâtiment qui sont renforcées par les solutions techniques de double ventilation, de chauffage chauffage bois par granulé, couplé à une pompe à chaleur air-eau. Donc là, on voit donc la lumière naturelle. On a fait le projet avec une solution BIM de niveau 2, avec donc des simulations thermiques dynamiques, des études du facteur lumière-jour, et ce qui a permis de bien dimensionner tous les apports de lumière naturelle. Ensuite, quelques vues des dispositions prises pour la fraîcheur d'été. On a mis en place des mouchards à biais au nord, permettant de ventiler sans que le bâtiment soit ouvert au public. Voilà, donc plutôt pour ventiler la nuit, la fraîcheur nocturne, profiter de la fraîcheur nocturne. On a végétalisé les pieds de façade pour éviter la réverbération, et proposer des îlots de fraîcheur avec 3 patios, dont 2 très grands, de nombreux ombrages amovibles ou pas, donc des casquettes d'ombrage et des stores amovibles qui permettent de réguler à la fois la luminosité et la réverbération. Donc, le projet mêle frugalité et technicité. On a des solutions de smart building avec l'installation d'une GTC. Les utilisateurs ont été demandeurs de suivi et de contrôle de la consommation sur ce bâtiment qui avait de fortes ambitions environnementales. La GTC mise en place répond à cette demande. Elle permet de réguler les équipements énergétiques, et notamment le mix chaudière-bois, pompe à chaleur, air-eau. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite? Il y a quelques chiffres. Donc là, je vous rappelle la maîtrise d'ouvrage de la ville du Bouscat. Le bâtiment a été livré en 2021, construit en 2020 en pleine période Covid. Donc c'était pas simple, mais ça s'est fait quand même assez bien. La surface de 2300 m², le coût de construction de 4 100 000.
Soit un coût au mètre carré de 1 780 € hors taxe. Le bâtiment est énergie positive et bas carbone de niveau 2 C1. Et on peut dire que le niveau passif visé en conception est atteint avec un CEP projet inférieur à 20% du CEP max, c'est-à-dire une réglementation thermique moins 20% en performance énergétique. La production d'énergie renouvelable est de 10%. Et l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'était donc nous, Erner Ordonneau, architecte mandataire, Éric Fouché, architecte associé, Bioptim, économiste OPC, AIA Ingénierie en biostructure, EG en bureau d'études environnementales et Beta Fluide en bureau d'études fluides. Je ne sais pas s'il me reste quelques minutes ou pas pour vous parler de ce que ça a donné. On a on a eu une mission, peut-être on peut en parler dans les questions-réponses après, mais on a eu une mission de suivi en exploitation pour la première année qui s'est mêlée un peu à la garantie de parfait achèvement, donc avec toutes les mises au point. Voilà, il faudrait pratiquement faire une deuxième mission de suivi en exploitation au cours de la deuxième année, une fois que tous les réglages ont été bien repris sur le chauffage, la ventilation. On a une ventilation double flux aussi sur ce projet. Et voilà, mais on en parlera peut-être aux questions-réponses. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric pour ce projet très inspirant, puisqu'on voit d'un côté, il y a vraiment une recherche de frugalité, il y a eu un gros travail sur la conception architecturale, le choix des matériaux, et il y a ce volet smart aussi, qui est là pour amener du confort d'usage et de la performance. Et comme vous l'avez mentionné, on pourra peut-être tout à l'heure, après le deuxième témoignage, avoir un petit moment de prise de recul sur les facteurs de succès, si ça vous va. Merci, oui. Super, merci à vous. Et je propose à présent de passer au deuxième témoignage. Et donc là, on va partir plutôt dans le domaine aquatique, si mes sources sont bonnes, puisque François-Xavier Decré, qui est associé à APMA, est avec nous. Et François-Xavier, vous allez nous parler d'un centre aquatique à Libourne. On est tout à vous. Merci beaucoup, Christophe, de me donner la parole et merci à ma consoeur pour sa présentation. Je ferai un petit signe du doigt pour le changement des slides. Alors, je me présente, donc je suis effectivement associé du cabinet APMA, Atelier Périnée Marquet et Associés. Nous sommes une agence qui, au gré des différentes générations d'associés, s'est spécialisée au cours des ans, et maintenant ça fait bientôt 25 ans, dans les centres sportifs, dont les piscines, et maintenant centres aquatiques, est une grande spécialité au sein de notre agence. Et nous avons la particularité d'avoir créé avec mon associé, donc Jean-François, 2 bureaux d'études qui nous accompagnent quasi systématiquement pour nos réalisations, car nous sommes sur un secteur très spécialisé et pour rentrer dans le vif du sujet, très énergivore, d'où le sujet de ma présentation. Donc là, nous sommes, je vous emmène en fait pas très loin de Bordeaux. Donc la communauté d'agglo, donc la CALI du Libournais, se situe à l'est de la grosse agglomération donc de Bordeaux, comprend à peu près 90 000 habitants, enfin 90 000 habitants. Et le programme à l'époque auquel nous avons répondu s'inscrit dans un vaste sujet d'ailleurs qui dépasse les frontières de la Nouvelle-Aquitaine et qui est surtout un sujet français et national. C'est le savoir nager et le apprendre à nager en fait aux jeunes enfants dès leur plus jeune âge, à l'entrée de l'école primaire, puis ensuite la secondaire. Le savoir nager, c'est quoi? C'est qu'en fait de permettre à chaque génération de pouvoir apprendre à nager, de pouvoir évoluer dans l'eau et le cas échéant d'éviter malheureusement ce qu'il se passe trop chaque année, c'est des risques de noyade. Donc c'est un service bien sûr public comme vous le savez, donc nous sommes sur une commande publique. Le programme à l'époque était assez vaste puisque vous allez pouvoir le découvrir. Nous sommes sur un complexe de grande ampleur, de grande envergure, parce qu'il comprend bien sûr l'apprentissage de la natation, comme je viens de vous le dire, mais également euh, ceux qui veulent aller plus loin, un gros mouvement sportif et notamment à travers des clubs. Donc c'est ce qu'on appelle le perfectionnement après son apprentissage, mais également toute une partie remise en forme, ce qui est assez nouveau dans les centres aquatiques publics où on peut évoluer au sein d'un spa tel qu'on les connaît dans d'autres structures type hôtel et on a aujourd'hui des infrastructures, on le verra un peu plus tard, qui sont très intéressantes. Mais également une offre d'été qu'on devine sur la droite de cette première image,
avec une offre qui s'ouvre grosso modo au milieu du printemps pour s'arrêter au milieu de l'automne et qui permet de répondre à une offre donc là touristique qui est très importante dans cette région l'été. Juste en termes de partie architecturale, nous faisons face, ce que nous voyons en premier plan, à un bassin naturel au départ et ensuite, un bassin qui a été construit pour accueillir des compétitions d'aviron. Donc là, on ne le voit pas sur, cette première présentation puisque c'est quand même long de 2 kilomètres et notre enjeu au niveau, partie architecturale était de parler à la fois à cet environnement naturel, même si ça a été ensuite construit et élargi pour faire un bassin de compétition, d'aviron, mais également derrière, le bâtiment, nous avons ce qu'on peut appeler une zone artisanale et commerciale, donc avec beaucoup de bâtiments tertiaires auxquels il fallait également parler puisqu'on s'inscrit dans ce type de projet, dans des parties d'agglomération où, il faut, faire face à une certaine hétérogénéité en fait, de nos voisins. Donc là, c'est vu du côté donc, du parvis que nous avons vu en première slide. Donc vous voyez le bassin de 2 kilomètres qui est extrêmement intéressant. À titre informatif, on était sujet à un PPRI, extrêmement, sévère, comme souvent maintenant, c'est le cas. Il a fallu surélever l'ensemble du bâtiment de à peu près 1,50 m par rapport au niveau naturel pour faire face aux montées éventuelles, de l'eau, à savoir, une fois tous les 200 ans, si je me souviens bien, mais c'est les prérogatives auxquelles nous devons répondre. Donc en fait, le projet s'articule, via une grande passerelle que vous pouvez deviner. Là, c'est pour accueillir les parce qu'il y avait un certain dénivelé, les personnels à mobilité réduite. À droite, toute la partie couverte, dont je vous ai parlé, l'apprentissage de la natation, ensuite son perfectionnement. Également une partie loisirs dont je ne vous ai pas parlé, mais il y a aussi des bassins dits ludiques où on peut évoluer, avec sa famille et pas forcément savoir nager. Et sur la gauche, toute la partie, extrêmement ludique avec des toboggans, des pentes à glisse et derrière une grande rivière, d'extérieur qui fait quand même 500 m². Ce qu'il faut noter, c'est que cette photo permet de le voir, la première réponse par rapport, à l'enjeu, bien sûr climatique, mais surtout de consommation d'énergie, il a fallu, concevoir le bâtiment pour d'un côté ne pas gêner les nageurs. En l'occurrence, la partie droite du bâtiment est tournée vers l'est, le soleil levant, en plus caché par un bois. Donc les nageurs ne sont pas gênés par le soleil et tout au long en fait de la circulation du soleil, on va aller chercher, la chaleur et les rayons, du sud et bien sûr à l'ouest pour toutes les parties dites, ludiques, et bien sûr extérieures pour pouvoir, profiter de cette ressource, heureusement naturelle et gratuite qu'est le soleil. Donc quelques vues effectivement d'intérieur, donc vous pouvez voir la partie sportive, vous pouvez voir, la partie spa sur lequel on a fait un zoom parce que pour montrer que le service public, n'est pas que là pour faire des longueurs et apprendre à nager, c'est aussi pour répondre à une demande très forte des populations en France, sur la santé et c'est clairement l'endroit où vous pouvez, heu, passer du temps, faire, bien sûr quelques exercices, mais également en profiter et une partie donc accueil, on est sur des bâtiments qui reçoivent beaucoup de public, hein. Ce bâtiment est voué à recevoir entre 250 à 300 000, voire beaucoup plus, d'usagers et de clients maintenant, lors d'une année. Donc on se doit d'avoir des équipements qui répondent à ce confort qui est de plus en plus demandé et surtout à l'exigence, qui hier était usagers et aujourd'hui des clients. Alors pour entrer dans le vif du sujet, heu et là je vais mettre tout le monde au diapason, une piscine quelle qu'elle soit consomme 20 fois plus que n'importe quel bâtiment, celui de ma consoeur juste avant, que ça soit, du tertiaire, du logement ou de l'industriel. Donc on est 20 fois plus énergivore au sein d'une piscine. Pour une simple raison, c'est que nous devons, en fonction de la fréquentation, par heure, des baigneurs, renouveler l'air de l'ensemble de la halle bassin entre 1 à 5 fois par heure, ce qui représente d'énormes volumes et à ce titre-là, on ne sera jamais énergie positive. Donc la première des réponses, en fait, c'est, en tant que nous concepteurs avec nos bureaux d'études, c'est de produire le moins possible d'énergie primaire. Donc là, il y a quelques exemples qui ont été mis pour ce projet de Libourne, à savoir, on est sur une filière biomasse. L'agglomération d'ailleurs, pour votre information, a acheté un massif forestier pour, à terme, pouvoir approvisionner, non seulement cet équipement, mais d'autres au sein du territoire, hein, pour pouvoir,
avoir une filière pérenne. Donc grâce à une chaudière biomasse, bien sûr, on évite nombre de tonnes, en l'occurrence, là c'est sur 30 ans qui est notre référentiel, 15 000 tonnes de CO2 évitées, mais c'est surtout d'éviter de consommer des énergies fossiles, en l'occurrence le gaz qui équipe la plupart des piscines anciennes. Une fois qu'on a produit cette énergie, donc le moins possible, comme je vous le disais, on recycle une très grande partie de celle-ci avant d'envoyer à l'extérieur donc cette fameuse air qu'on renouvelle dans la halle bassin pour pouvoir à nouveau recycler et grâce à cette énergie recyclée qui est à peu près 75 à 80 de l'énergie produite, chauffer à nouveau, en l'occurrence là c'est l'eau et maintenir l'eau des bassins à température égale. Rapidement, les toitures de ce type de bâtiment sont extrêmement vastes, donc on en a profité pour installer des panneaux photovoltaïques et là on est en autoconsommation qui représente jusqu'à 60 dans la consommation et des besoins, notamment des pompes et de tout l'éclairage et de tout ce qui vous pouvez imaginer équipe une piscine. Autre sujet, donc une fois qu'on a passé l'énergie, c'est bien évidemment l'eau. L'eau qui jusqu'à il y a très peu de temps ne coûtait pas très cher, mais ça va devenir une denrée rare, on le sait tous. Donc là, nous avons fait en fait deux actions en conception significative. La première a été d'innover en allant chercher dans les industries autres et notamment en Europe, du Nord, des systèmes de filtration extrêmement performants. Donc là, on est sur des membranes à céramique et sans entrer dans les détails, ça nous permet en fait d'avoir une puissance de traitement 40 fois supérieure au filtre classique à sable qu'on connaît tous, ce qui permet en fait d'économiser à nouveau sur 30 ans, heu, plus de 225 000 m3 par an, ce qui est gigantesque et pour ceux qui prennent des bains, ça fait, 750 000 baignoires de 300 litres, donc c'est quand même une grande baignoire et autre, innovation, nous avons grâce à ce grand, si vous vous souvenez, plan d'eau qui fait face, au centre aquatique, on a pu créer une unité de dépotabilisation ce qui est là extrêmement intéressant, puisque ça nous a permis à nouveau d'économiser 813 000 m3 d'eau qu'on va puiser dans le milieu naturel au lieu d'aller le chercher sur le réseau. Donc en fait, en résumé, sur un bâtiment comme celui-ci, on réussit à diviser par 2. Donc souvenez-vous, de 1 à 20, on passe de 1 à 10, puisqu'on a un coût d'exploitation donc sur les fluides en énergie thermique et eau de baignade qui est réduit de plus de 50. Avec là en tableau, tout ce qu'on a pu, donc récupérer en termes d'énergie, ce qui se traduit en fait par des euros, pardon, des euros, je vais y arriver sonnant et trébuchant. C'est par exemple sur le premier poste, les eaux des filtres dont je viens de vous parler, c'est 1 125 000 € d'eau économisée, plus l'énergie qu'il avait fallu pour aller chercher de l'eau dans le réseau. En approvisionnement en eau neuve, c'est quand même à peu près presque 3 millions d'euros économisés grâce à cette création d'eau. Et bien sûr, sur le chauffage, c'est par rapport et là, c'est sur des coûts de gaz qui étaient juste en fait, avant ceux qui enfin, c'était juste pendant le coût du gaz avant, la crise énergétique qu'on a connue. C'est à peu près sur l'ensemble de la durée de vie du bâtiment, en tout cas annoncé, de 3 millions d'économies générées, et bien sûr, au niveau environnemental, c'est plus de 15 000 tonnes de CO2 évitées. Donc voilà, l'enjeu, c'est produire moins, recycler et s'attaquer aussi à un deuxième versant qui est l'eau et qui en fait, sans faire de jeu de mots, il y a l'eau, l'air et l'énergie, mais on est quand même là-dessus. Merci beaucoup de votre attention. Diane, oui. Ah, si vous pouvez revenir juste derrière. Voilà, c'est juste, un petit clin d'œil sur, bien sûr, la maîtrise d'ouvrage que je remercie à nouveau, la Cali et l'ensemble des partenaires qui nous ont aidés à œuvrer sur ce chantier qui, comme ma consoeur, s'est terminé juste après le confinement. Il a été inauguré le 21 mai 2021 de mémoire, ce qui n'a pas été très, très simple pour terminer le chantier, mais nous y sommes arrivés. Voilà, voilà, j'ai fini Christophe. Bravo François-Xavier, ça finit sur une note. Merci à tous les 2 pour vos témoignages. On va avoir un moment d'échange, mais d'abord peut-être juste se redire que ces 2 projets sont issus des retours d'expérience des Green Solutions Awards, qui est donc un concours, hein, qui vise à mettre en lumière un peu l'exemplarité, notamment d'un point de vue environnemental et peut-être retenir une date, on découvrira le 28 mars, les candidats et il y aura la possibilité de voter, hein, puisqu'il y a un vote du public qui sera ouvert jusqu'au 28 avril. Voilà pour faire la petite page d'actualité sur les Green Solutions Awards avec 219 candidats au concours que vous pouvez découvrir. Peut-être quelques questions à présent, comme on se l'était dit. Moi, j'en ai une là qui me trotte dans l'esprit, là, que j'ai déjà commencé à mentionner. Peut-être pour commencer pour Frédéric. Ça a été évoqué, hein, on a commencé à parler des utilisateurs et de la prise en main des installations.
Je pense que ce serait intéressant peut-être de partager un peu le témoignage de la prise en main des installations. Voilà, comment ça a été vécu par les utilisateurs? Comment est-ce que l'exploitation s'est prise en œuvre, enfin, a été mise en œuvre? Voilà, c'est quoi votre retour d'expérience à date sur ce beau projet? Oui, alors ce qui était assez intéressant sur ce projet, c'est que la ville du Bouscat s'est dotée quand même d'un service. Il y a un interlocuteur qui est dédié uniquement à l'énergie dans les bâtiments de la ville. Et donc, il s'y connaît très bien ce qui permet de faire un lien déjà entre la forte technicité du bâtiment et l'interlocuteur, enfin l'utilisateur au final. Et bon, ça c'est un point positif. Et après, par rapport du coup au ressenti des utilisateurs sur la première année notamment, il y a eu, donc je l'ai dit tout à l'heure, quelques soucis sur la chaufferie bois qui marchait pas toujours très bien. Donc il y a eu un peu des allers-retours. Les utilisateurs avaient une température ressentie assez basse et donc on fait installer des radiateurs d'appoint. Voilà, donc il y a eu un peu des allers-retours sur la première année pas très favorables et après la deuxième année les radiateurs ont été supprimés. Enfin, ça s'est mis en route petit à petit. Donc ils ont, voilà, la température ressentie basse s'est retrouvée aussi côté nord où on a mis quand même quelques baies vitrées pour la lumière. Et voilà, la solution serait de se dégager un petit peu des menuiseries pour ressentir un peu moins l'impression de parois froides. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ils ont apprécié le confort visuel. Ils apprécient le confort visuel, l'éclairage naturel et la vue sur la nature. Et la présence en nombre de protection solaire est appréciée. Il permet de maîtriser l'apport d'éclairage. Les rafraîchissements nocturnes par les Velux et les impostes fixes, que l'utilisateur peut actionner lui-même, fonctionnent bien quand la température extérieure est plus fraîche qu'à l'intérieur. Voilà, donc la GTC n'est pas actionnable par les utilisateurs, ça je vous le confirme parce que j'ai bien vérifié. C'est uniquement l'exploitant et donc le personnel de la mairie en lien avec l'exploitant qui reviennent dessus et sont revenus dessus pour bien recaler. Au départ, il n'y avait pas d'abaissement de la température la nuit et le week-end, par exemple. Donc ça a été amélioré au fur et à mesure avec l'usage. Voilà, et aussi il y a eu des soucis de retour. Il y a eu plus de consommation que prévu au bout d'un an, notamment à cause du protocole Covid qui obligeait les équipes à ouvrir les fenêtres plusieurs heures par jour, voire toute la journée. Le relais poste et les salles de vie pour les enfants étaient ouverts toute la journée. Il y a eu aussi un retour sur le ménage qui, pendant le ménage, tout était ouvert en grand pendant 1h30. Donc, il a été demandé de réduire cette durée d'ouverture parce qu'après, il faut 3 à 4 heures pour revenir à la température normale. Voilà, donc ce qui est important, c'est de faire un suivi et d'essayer de corriger après les usages et en lien avec les usagers. Et petit à petit, de ne pas essayer d'avoir tout de suite une efficacité trop rapide, quoi. Voilà. Merci beaucoup Frédéric pour cette réal terrain où finalement on se rend compte que le bâtiment a été conçu de façon exemplaire, mais que en fait la quintessence des installations elle est atteinte en travaillant vraiment main dans la main avec les utilisateurs 360, puis deux en faisant finalement dialoguer l'exploitation et les utilisateurs, que ce soit les utilisateurs de tous les jours et tous les usages, hein, y compris les personnels d'entretien. Et c'est là où on va pas à pas aller chercher la quintessence de l'installation. Donc ça c'est super intéressant comme retour d'expérience. À nouveau, c'est ce qu'on disait en préambule, l'intelligence, la GTB, ça devient le muscle opérationnel de cette collaboration entre exploitants, utilisateurs et puis concepteurs, puisque vous êtes manifestement impliqués dans ce suivi, et ça, c'est tout à fait remarquable. Et du coup, forcément, en écho, François-Xavier, quand vous nous avez présenté votre projet, on a vu qu'on était presque dans un schéma industriel, hein. Là, on est sur un bâtiment avec des volumes d'air très importants, des installations techniques très sophistiquées. Donc, on subodore que les problématiques qui ont été mentionnées par Frédéric, vous avez eu probablement les mêmes. Voilà, très intéressé aussi d'avoir un peu votre vision des facteurs clés pour que tout ça, ça fonctionne bien et que les gens soient
soient heureux à la fin. Bien, oui, Christophe, vous avez souligné le côté industriel parce qu'entre l'unité de dépotabilisation, les centrales d'air qui sont grandes comme des semi-remorques et le volume d'eau que nous traitons, il est vrai que, en fait, ces puissances, je sais pas, 10 ou 100 par rapport à un bâtiment classique, puisqu'en fait, nous, la difficulté auquel on est confronté, c'est on conçoit des outils extrêmement performants. Je cite souvent un exemple, on passe en gros, la vieille piscine du coin et des environs, c'était une 2 chevaux qui marchait très bien, un peu poussive, à aujourd'hui une Tesla. Il n'y a pas d'intermédiaire et en fait, lorsque vous pilotez une voiture, dite, à propulsion électrique, c'est pas du tout la même conduite qu'une voiture thermique, qu'elle soit plus ou moins puissante et nous, la difficulté qu'on a, c'est qu'on conçoit, les installateurs font leur job, il y a pas de souci et lors de la mise en marche, il y a en fait un passage de relais, de flambeau qui est pas toujours pas très bien fait. C'est pas de la faute du concepteur, ni celui de l'entreprise ou encore plus de son futur exploitant, qu'il soit, en régie ou en DSP. C'est qu'en fait, il y a un manque et un déficit de formation sur la prise en main et du pilotage des installations. Nous, on considère que sur une piscine, quelle qu'elle soit, de nouvelle génération, il faut à peu près 2 saisons complètes. En fait, il faut 2 années complètes, donc fois 4 saisons pour stabiliser l'équipement. On rencontre les mêmes difficultés que Frédéric, citait tout à l'heure. En fait, le pilotage, doit se faire, au jour le jour avec effectivement une GTB, mais qui aujourd'hui est multipliée dans une piscine puisque chaque système généralement a son propre, logiciel et nous aujourd'hui on réfléchit et grâce à notre bureau d'études, on a mis au point en fait un logiciel qui permet d'aller récolter toutes les informations de l'unité centrale, je veux dire du traitement d'eau, du traitement d'air, de la potabilisation et cetera, pour que tout ce petit monde parle ensemble, sortir un outil de pilotage, surtout pour vérifier qu'il y ait pas de dérive. Ce que citait tout à l'heure, Frédéric pour une dérive liée au Covid, une fenêtre qui s'ouvre dans une piscine, ça peut être effectivement aussi des aérations qui sont ouvertes, mais là, en l'occurrence, mécaniques ou manuellement pour aérer l'été ou soyons fous ou faire ce genre de choses. Mais si c'est pas refermé, la dérive sur une piscine est extrêmement préjudiciable parce que là, c'est alors bon, on sait plus comment calculer, c'est des centaines de mètres cubes, d'air, d'eau, donc il faut absolument avoir des outils qui permettent de contrôler le pilotage et dès qu'il y a une dérive, de savoir où est-ce que c'est intervenu et tout de suite pouvoir agir. Donc on est vraiment sur un modèle de, avoir l'information, la traiter tout de suite et en l'occurrence, modifier la trajectoire si c'était voué à un incident, une panne, ou un mauvais réglage. Donc je vous le confirme, aujourd'hui on est bien loin du métier du concepteur simple. Aujourd'hui, on se pose aussi la question de savoir si on ne devrait pas avoir des missions, pour pouvoir continuer à suivre le bâtiment. Nous, on le fait naturellement parce que c'est notre spécialité, mais c'est vraiment pour nous, le bâtiment de demain, c'est un bâtiment qui est confié avec une formation, avec un suivi pour pas qu'il y ait de rupture entre la conception, la construction et on donne les clés et ensuite on s'en va. Ça, à mon sens, ça peut pas marcher parce qu'on est vraiment sur de la haute technologie et on est sur une rupture et la rupture, il faut pouvoir, sans jeu de mots, accompagner la transition. François-Xavier, Frédéric, je vous remercie pour votre humilité et votre sincérité dans le partage un peu des retours terrain et puis aussi les recommandations très concrètes que vous nous avez faites pour aller chercher vraiment le maximum de performance énergétique, environnementale et humaine. Et puis j'ai très envie de conclure en disant le thème de la conférence était Smart ERP. Et moi, je pensais que c'était les installations qui étaient smart, mais je me rends compte qu'en fait, c'est les gens qui sont smart en vous écoutant et que finalement, c'est ça le sujet de fond qui est révélé au travers de vos témoignages. Donc, je vous remercie chaleureusement. Je pense que les gens seront très heureux de nous avoir écoutés. J'en profite pour saluer donc nos amis du Salon Bipositive. On devait être à Lyon, je l'ai mentionné en préambule. Et puis Construction 21, qui était organisateur de cette conférence. J'étais modeste animateur, sachant que la prochaine échéance, c'est le 12 avril à 11 heures. Il y aura un autre webinaire sur les mobilités décarbonées, 12 avril à 11 heures. Et vous l'avez compris, Construction 21, c'est un trésor de retours d'expérience, de projets passionnants et de gens passionnés aussi qu'on a pu découvrir aujourd'hui. Voilà, merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci Christophe, merci beaucoup. Merci à vous.